Donc, mes premiers remerciements vont à Pierre Corvol qui m'a quand même donné la chance de m'enfermer avec les manuscrits de Claude Bernard. Et le but de ma communication, c'est de vous indiquer comment ça a été un plaisir. Et mes deuxièmes remerciements, c'est pour Alain Prochian qui nous a choisi la photo de ma communication qui consiste à présenter le fond manuscrit de Claude Bernard et donc entrer dans Claude Bernard. Donc au centre du tableau, vous avez évidemment reconnu le cahier rouge qui se trouve ici. Et cet homme assis est évidemment Claude Bernard. Je ne sais pas si c'était une auditrice, elle tourne le dos, dans l'autre personnage du tableau. Alors, l'Internet, 22 000 pages, ça suppose une lecture qui est différente de celle du papier. On peut surfer, on peut voir des choses, on peut les lire, et puis quand on n'arrive pas à lire, on peut essayer de les déchiffrer. Je vais vous en parler. Alors, il est d'usage de commencer par une citation, donc je la lis tout de suite pour la mettre en exergue de la communication, pour montrer la grandeur de l'homme. La majorité des faits physiologiques doivent être vérifiés par de nouvelles expériences, et ceci est le seul moyen de tirer la physique des corps vivants hors de l'état d'imperfection dans laquelle elle stagne à présent. Donc, ça résume un peu l'esprit de l'ensemble de ce fond manuscrit. Sauf que cette phrase a été écrite et Bernard n'était pas né. C'est François Magendie qui l'a écrite en 1809. Magendie avait alors 26 ans et Bernard n'était pas encore né. Donc, si le fond manuscrit existe, c'est aussi grâce à Magendie, et clairement, je pense qu'il faut lui rendre hommage sur l'existence de ce fond, d'autant qu'on va trouver que les premières pages ont été écrites avec lui. D'ailleurs, quand on regarde cette photo de Vivisection, qui est un magnifique tableau de Mouchy, Bernard n'a que 19 ans, il pense plutôt être romancier, il n'est pas encore étudiant en médecine, et pourtant, on pourrait vous faire croire que la scène a été prise au Collège de France. On pourrait vous dire que les élèves de Claude Bernard sont là à écouter les cris de ce chien qui donne ses leçons et ses faits et ses observations, mais non, les choses avaient commencé bien avant. Alors, Magendie le reconnaît lui-même dans le manuscrit 3, page 95 des cahiers Claude Bernard, justement, il le dit, et il emploie cette expression, Magendie introduisit l'expérimentation. Donc cet hommage à Magendie est fait par Claude Bernard lui-même, qui précise encore dans un autre cahier, le 4, page 159, que cette période était une première phase qu'on peut appeler les temps héroïques. Et puis, cette phrase suivante est importante. Magendie disait « Je suis un chiffonnier, je parcours le champ ou les rues de la science et je pique avec mon crochet tout ce que je trouve ». Donc on pourrait rapprocher cette citation avec les débats qui ont eu lieu hier et aujourd'hui sur la façon dont la recherche peut se faire, plus ou moins au hasard, plus ou moins préméditée. Car Magendie a été l'inspirateur de Bernard, comme l'a récemment écrit Masliac. 1, il faisait des leçons originales au Collège de France. 2, il les faisait se dérouler dans l'amphithéâtre, soit avec des expérimentations réfléchies, soit des gestes plutôt improvisés. Il avait donc bien recours à la vivisection, comme on avait recours en vivisection depuis plus d'une centaine d'années déjà. Il avait déjà introduit la notion de poison comme outil d'instrumentation. Et enfin, il avait souligné l'importance de la notion de fonction qui va au-delà des organes, c'est-à-dire que plusieurs organes font une fonction. Donc véritablement, Magendie est un homme important. Bernard le savait, le reconnaissait dans sa leçon d'ouverture, ici au collège. Il a écrit « Il y a 40 ans que la première édition de cette physiologie, il présentait la physiologie de Magendie, a été publiée. Cet ouvrage ne ressemblait alors à aucun des traités publiés à la même époque, mais tous ceux qui sont publiés aujourd'hui lui ressemblent quant à l'esprit et la méthode. » Donc Bernard n'était pas un ingrat, il savait être redevable de son maître. La deuxième et dernière personne à qui je vais rendre hommage pour toujours dire que ce fond manuscrit existe, c'est Mirko Grmé qui nous a quittés en 2000, sans qui le fond manuscrit tel que je vais vous le présenter n'existerait pas. Il a été choisi par l'Assemblée des professeurs du collège parce que c'était un fin connaisseur de Bernard en termes épistémologiques. Il avait aussi déjà fait des traductions et des éditions du cahier.
Et cette décision a été prise en 1962 par les professeurs qui ont réclamé l'établissement d'un catalogue raisonné qui a été édité en 1967 par Masson après 6 ans de travail de Grmec qui a épluché pendant 6 ans le fonds manuscrit qui est maintenant en ligne. Et quand il a trouvé ce fonds, il a bien expliqué qu'il l'a trouvé en désordre et il a même précisé que ce désordre décourageait les historiens. Donc il a fait un travail considérable, il a ajouté un index chronologique, un index par matière, et surtout, dans son catalogue, il a respecté les titres et les sous-titres que donnait Claude Bernard à ses textes, il a respecté la pagination originale. Et fait important, l'ensemble de cette pagination est conservé au format numérique, donc le format numérique garde une arborescence qui a une logique que l'on doit à Bernard et à Grmec. Numériser, c'est finalement faire uniquement des photos à l'heure actuelle. C'est un peu bête. On donne à des techniciens des pages qui, avec des gants blancs, tournent chaque page, on prend une photo, ça fait des fichiers PDF ou des fichiers JPEG, mais le travail intelligent qui est celui de l'inné, de l'herboriste, qui est de penser, de classer, c'est Grmec qui l'a fait, et on a entièrement recopié son travail. Ce qui serait intelligent de faire un jour, c'est de demander à l'informatique de reconnaître les caractères. À ce jour, on ne sait pas le faire sur le fond manuscrit, mais c'est un espoir qu'on le fasse. Et enfin, je refais allusion à une communication d'hier. Une fois qu'on aura reconnu les caractères, est-ce qu'avec une espèce d'intelligence artificielle, on pourrait corréler un certain nombre de mots-clés d'un manuscrit à l'autre? Ce serait une utopie très intéressante. Pourquoi les corréler? Je vais vous le dire. Alors, avant la numérisation, c'était une série de boîtes en plastique rouge, assez laide. Elles demeurent toujours conservées par le personnel de la bibliothèque, que je remercie, parce que j'en vois là, et l'équipe d'Anne Châtelier, Claire Gutinger, un des auditeurs ici qui nous m'ont accueillis très favorablement. Grmec a donc classé ces documents en 20 séries de cahiers, 15 séries de feuillets détachés, et vous voyez sur les deux captures écran de droite ce que ça donne au format numérique sur le site de Salamandre. Donc vous faites le site internet du Collège de France. En haut, vous avez le chapeau bibliothèque ou Salamandre. On trouve très vite. Vous sélectionnez dans les différents... Claude Bernard n'est pas le seul à être numérisé. Vous sélectionnez Claude Bernard et vous tombez sur 20 séries de cahiers, 15 séries de feuilles détachées, 22 000 pages. Bon courage. Alors, la chronologie là, Internet, où il y a un début et une fin, 1, 2, 3, est trompeuse. Claude Bernard, il travaillait sur plusieurs cahiers en même temps. Et sur un même cahier, on peut avoir des notes échelonnées sur plusieurs années. Donc, celui qui ira sur le site Internet ne doit pas une seule seconde imaginer que le volume 1, selon la classification de Grmec, correspond au premier. Pas du tout. Et d'ailleurs, dans le fameux cahier rouge de Claude Bernard, en page 142, on voit comment il exploitait après ses notes. Il met « Il faudra chercher dans mes cahiers et résumer toutes ces expériences que j'ai déjà faites, en instituer d'autres dans cette voie. » Donc Bernard lui-même avait l'intention de retrouver ces notes pour repérer. Ce sont des notes personnelles, j'y reviendrai, et il n'y a ni début ni fin. Par contre, en chronologie, si on se dit « mais quel est le volume le plus ancien ?» on tombe sur un cahier d'étudiant, qui est le manuscrit 9A, qui est le cours d'urologie lorsque Bernard était étudiant au cours de Leroy d'Étiole, et qui est écrit dans l'hiver 38-39, et donc on a un premier cahier de 130 pages. Le dernier cahier, qui s'appelle Professorat, a été écrit, je vais y revenir, en 1878, et entre les deux, j'ai indiqué le fait que c'est à 37 ans que Claude Bernard a commencé ses prises de notes en cahier d'expérience. Vous voyez sur la flèche verte du bas, qu'en fait, ce fonds manuscrit s'étale sur 40 ans d'écriture. Donc, c'est extrêmement complexe à analyser. La dernière phrase, la voici, c'est assez émouvant. C'est donc dans son cahier Professorat, et on voit que de l'écriture de Bernard, en 1800, il note 1877, caractères généraux de la vie dans les deux règnes, publication du premier volume de mon cours du Muséum paru en 1878. Donc la publication a été posthume, mais il a eu le temps d'en corriger les épreuves, et Grmec a repéré cette phrase comme très vraisemblablement la dernière écrite par Bernard. Sur ces 4 décennies, que va-t-on trouver dans le fond? On va trouver, on l'a dit, des cahiers de laboratoire avec des expériences,
On va trouver, c'est très important, des réflexions philosophiques, on va trouver des préparations de cours, on va trouver parfois des préparations d'ouvrages, et on trouve par exemple 5 plans différents de l'introduction à la méthode expérimentale, il y avait des repentirs, mais attention en précisant ceci, en aucun cas les manuscrits ne doivent être compris comme des brouillons d'ouvrages édités. Enfin, sauf une fois, il n'y a pas de propos personnels dans ce fonds manuscrit. Il n'y raconte pas sa vie, ce n'est pas une correspondance. La correspondance de Bernard existe, elle est ailleurs. Et non seulement ceci dure sur 4 ans, mais c'est mélangé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bouts d'expérience de laboratoire, des bouts de philosophie, des bouts de préparation de cours. Certes, il y a des cahiers thématiques assez bien orchestrés, assez bien agencés, mais tout de même, il y a des étalements qui rendent une lecture chronologique assez aléatoire. La seule notion personnelle, à ma connaissance, c'est dans le cahier professorat où il note en tout petit à gauche de la flèche verte « Ce cours n'a pas eu lieu, je suis tombé malade au moment de le commencer ». Le reste, c'est profession, profession, profession. De temps en temps, sur certaines dates, on voit qu'il travaillait le dimanche, mais il n'y a pas un mot sur une lassitude, un échec, un enthousiasme. C'est humainement parlant, disons, assez sec. C'est du travail. Alors, il existe d'autres manuscrits, mais clairement, le fond du collège est de loin le plus important. Il y a des manuscrits à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences, à la bibliothèque de l'Institut, au musée Claude Bernard à Saint-Julien, et notamment les données sur le curare que nous a présenté Le Brut. Il y a encore quelques bricoles dans les collections privées. La correspondance a été probablement majoritairement dispersée ou perdue, mais il existe les fameuses lettres beaujalaises. Et est-ce qu'il existe d'autres documents possibles ? Mon interrogation principale, c'est les relations que Bernard avait avec son seul éditeur, qui était Jean-Baptiste Bayer. Il existe des lettres comptables sur les droits d'auteur, et je sais qu'il les possède d'ailleurs, mais il n'y a pas malheureusement ces documents que soit lui, soit les élèves donnaient à l'éditeur pour préparer les épreuves. Est-ce qu'elles ont été jetées ? Est-ce qu'elles ont été gardées ? On les verra un jour apparaître en salle des ventes. Je ne sais pas. Un mot pour vous raconter l'origine de ce fonds, sachant qu'à gauche en bas, c'est un espèce de petit carnet de balles minuscule, et qui est amusant parce qu'il a dedans la liste des élèves de Claude Bernard à une année. C'est assez illisible, je n'ai pas réussi à le déchiffrer, parce que c'est très difficile de déchiffrer des noms propres. Alors ça a commencé comme ça. Claude Bernard meurt, c'est-à-dire qu'il n'a pas transmis directement tout ce fonds manuscrit, mais il ne voulait pas que ça soit jeté. La preuve, c'est qu'il l'a fait explicitement, via son mandataire, une lettre à Darsonval, et Darsonval est passé, cette lettre est datée du 11 mars, la lettre du mandataire de Bernard qui prévient Darsonval disant « Dites donc, allez chercher les manuscrits rue des Écoles », elle est datée du 11 mars 78, Darsonval y va. Et là, il témoigne. Là, j'étais mis après cette entrevue, donc avec le mandataire de Bernard, en possession de tous les écrits et manuscrits de mon maître, à l'exception de sa bibliothèque qui fut vendue aux enchères publiques. Donc ça commence là. On a des documents écrits à usage personnel, mais dont Bernard ne voulait pas qu'ils soient jetés et les a confiés à Darsonval. Darsonval en était propriétaire et lors d'une exposition antérieure, il l'avait bien noté sur les étiquettes d'un certain nombre de volumes, où vous pouvez lire celui-ci, Registre des cours, le propriétaire, le docteur Darsonval, 49 bis, rue de la Belle, etc. Alors, cette première exploitation du fonds a été faite par Darsonval et son ami Deloup, mais pendant 5 ans, ils ont fait un partage entre ce qui était publié ou ce qui était inédit. Et déjà, ils font part de leurs difficultés parce que l'ensemble de ces textes ne sont pas souvent datés, voire rarement. Le déchiffrement est parfois difficile et il n'y avait pas de classement. C'était probablement des caisses en bois absolument dans un désordre, en tout cas, ou l'ordre de Bernard. Et donc, quand Deloup a publié les principes en 1937, dans la préface, il écrit que la lecture était généralement facile, quelquefois cependant
Parlant de l'écriture de Bernard, bien sûr, manuscrite. Quelquefois, cependant, quand les idées se précipitent ou que le temps fait défaut, la plume ne peut plus calligraphier la pensée et ne la traduit qu'en hiéroglyphes. Effectivement, on sent bien qu'au cours d'une expérimentation, l'orthographe se perd, la calligraphie devient illisible, ça s'arrête, la phrase n'est pas finie. Donc, c'est aujourd'hui un problème. Alors, Darsonval, donc je l'ai dit, est propriétaire autre étiquette. Il a, avec Delhomme, retrouvé tous les feuillets détachés qui ont servi à la base de l'introduction, et cette étiquette existe toujours avec la signature de Darsonval. Et pour ce qui est de l'édition des principes, qui est, je crois, quand même la première exploitation extrêmement importante de ce fonds grâce à Delhomme, qui a été publié au PUF. Voilà physiquement à quoi ressemblent les feuillets qui ont servi. Alors quand on compare et quand on lit exactement ces feuillets, on ne retrouve pas exactement. Delhomme a un peu réarrangé les phrases, ça c'est le premier point. Et puis, autre temps, autre mœurs, quand ça ne lui plaisait pas, il rayait de sa plume et il corrigeait lui-même sur l'original le mot ou la faute d'orthographe. On n'oserait plus faire ça maintenant. Alors, c'est en 1949 que le collège récupère la propriété de ce fonds. Peut-être pas si, un peu par hasard, quoi, parce qu'en fait, c'est Arsonval qui décède, et quand Robert Courrier, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie et professeur au Collège de France, il emploie l'expression « je tombe sur les caisses en visitant la maison de Bersonval ». Donc, hop, il récupère les caisses, bonne chose. En l'an 2000, la bibliothèque est en travaux, le fonds est confié à l'IMEC, et en 2013, donc maintenant, grâce à la fondation de l'Orangerie, la numérisation est possible, et je crois que c'est tout de même un événement. Donc Salamandre est un très bel outil. Vous avez la possibilité de trouver l'ensemble du classement de Grmec en faisant cliquer les différents numéros. Et dans chaque volume, vous avez la possibilité de cliquer les pages soit par 10, soit une par une, soit d'aller en arrière et de grossir. Et c'est assez confortable. Et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on peut commencer par voir ces images. Ce sont des fichiers PDF, des JPEG. Donc on va trouver des dessins, des caricatures, des schémas, mais aussi des gribouillis. Quand je dis qu'il y a des gribouillis, il y a vraiment des gribouillis. Bon, qu'est-ce que pourra faire le chercheur de ça? On verra. Petit détail amusant, dans le volume 20C qui était tenu par Auguste Tripier, dans le cours intitulé « Cours de médecine » de 1862, Tripier a découpé un petit morceau de journal, c'est vraisemblablement un quotidien, le papier de mauvaise qualité. Il a collé le portrait de Bernard à ce moment-là. Plus intéressant encore, Tripier a croqué Bernard. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est son profil. Et donc, dans le manuscrit 20B, en marge, on voit ce croquis qui, somme toute, est assez émouvant. Alors, on trouve bien sûr, et je ne vais certainement pas le détailler, beaucoup de choses bizarres et anecdotiques. Je ne crois pas qu'il y ait un intérêt pour l'histoire des sciences, mais enfin, ça donne de la vie. Hein. Mettre un petit éléphant sur la tête d'un bonhomme, un petit chapeau de clown, c'est quand même assez drôle. Et de voir que finalement les animaux d'expérience sont capables de fumer et sont capables d'avoir un bandeau sur la tête, il y a un petit côté sympathique. Bernard n'était pas qu'une machine à faire des expériences. Alors, dans quelles circonstances ces dessins sont-ils arrivés? Sont-ils tous de la plume de Bernard? Je ne sais pas, mais on voit bien que, bon, quand on attend qu'un protocole se fasse, on fasse un petit gribouillis, pourquoi pas. Petite anecdote amusante, ça je crois que c'est tout à fait inédit. En haut d'une page, on voit cette fameuse anecdote, mais le chien s'est sauvé. Alors, on va voir un petit peu plus, et quand on lit le texte au regard de cette anecdote, on apprend que le chien, ça fait 2 ans qu'il était dans la cave du collège. Donc, ce n'était pas quelques semaines, comme on l'a entendu hier, certains animaux restaient 2 ans et avaient un caractère familier. Et l'autre chose, c'est quand on lit, ça ne correspond pas à l'anecdote qu'on connaît de la canule et du commissaire, les dates ne correspondent pas, et cet animal-là, ce chien-là, j'ai oublié, c'est un griffon, je ne sais plus quoi, avait déjà servi à d'autres expérimentations. C'est-à-dire que tant que la bestiole n'était pas morte, on le remettait à la cave. Et on peut supposer que les animaliers, parce qu'il devait y avoir une animalerie, avaient pour ces chiens, qui n'étaient pas forcément rancuniers, une certaine sympathie, puisque les chiens sont capables de reconnaître les expérimentateurs. Autre chose, toujours dans les dessins que je voudrais signaler, dans un des volumes, on voit les dessins qui ont
préparé à cette édition posthume des leçons de physiologie opératoire, et on voit les petits agencements de dessin que Bernard faisait à la main en discutant avec le dessinateur professionnel. Je reviendrai sur cette notion. Donc là, j'en ai donné 2 exemples. Et donc, on a toutes les méthodes, enfin les planches de contention qui ont été éditées chez Bayer, mais là, elles sont annotées en termes de titres par Bernard, et on a comment attacher un taureau, comment attacher un cochon. Ça, il y a des illustrations qui, pour les ligues anti-vivisionistes, seraient, à mon avis, très parlantes. Autre dessin qu'on peut trouver qui est intéressant, il y en a évidemment plein de protocoles d'expérience, et là il y a du travail à faire en épistémologie, et j'aime bien ce dessin dont le titre est « Lapin dans la tête », le titre par Bernard, le lapin dans la tête est enfermé dans une boîte renfermant de l'air. C'est dans le manuscrit 2B, page 35, et ça reflète ses expériences sur les nerfs frigorifiques et calorifiques dans ses notes détachées. Et quand on regarde un peu plus près, on voit en petit A, on arrive à déchiffrer sur le manuscrit les aiguilles, en petit B, les 2 fils du galvanomètre, et en petit G, on voit le galvanomètre. Vous m'accorderez que le dessin du galvanomètre est quand même très rudimentaire, et que pour d'autres dessins de Claude Bernard, je pense qu'il faut être doué en histoire de la technologie médicale pour savoir retracer les ustensiles qu'utilisait Bernard. Vous voyez là un galvanomètre, là c'est écrit, on sait ce que c'est qu'un galvanomètre, mais il faut certainement beaucoup d'expérience. Grec me l'avait, je ne sais pas s'il reste beaucoup de gens pour le savoir, mais ce n'est pas facile. Alors, cette expérience, elle est importante. Elle a eu lieu en 1951. Bernard coupe le cordon sympathique cervical et il observe la dilatation de tous les vaisseaux de la moitié correspondante de la tête, et l'oreille du lapin opéré devient rouge et chaude. Et ça va le mettre sur la voie de quelque chose d'important, j'y reviendrai, sur la découverte des nerfs vasomoteurs. Et dans un autre cahier, on retrouve le protocole expérimental avec au-dessus des oreilles du lapin, ce manchon fermé muni d'un thermomètre fixé à chaque oreille au moyen d'une virole de caoutchouc. Donc ça, c'est certainement un des intérêts de consulter les manuscrits de Claude Bernard, c'est la capacité qu'on a à analyser un certain nombre de protocoles qui sont très différents dans les versions imprimées. Je vais y revenir. Alors ça, c'est un schéma qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas s'il est très connu, je n'en suis pas certain. C'est donc la schématisation des rapports santé-maladie qui font l'objet de cette discussion, rapport du normal, du pathologique, etc., qu'on trouve page 89 dans le manuscrit 1D. À ma connaissance, mais je ne demande qu'à être contredit, c'est la première fois en termes de date que l'on représente graphiquement le rapport quantitatif du normal et du pathologique. S'il existe une représentation antérieure à celle-là, merci de me le signaler, mais je crois que c'est la première fois. Alors quand on lit la légende à côté de ce texte, on lit « Il n'y a pas d'action brusque dans les sens, il y a un point zéro qui sépare l'état pathologique de l'état physiologique. On passe brusquement de l'un à l'autre, mais après s'être approché graduellement du zéro, plus on est dans l'échelle de la santé, plus on résiste aux influences morbides. » Et on retrouve ça, j'ai envie de dire mieux dit, dans la version imprimée dans ses leçons sur la chaleur animale de 1876. Je lis le texte imprimé de Bernard, là, qui est très connu. La santé et la maladie ne sont pas 2 modes différents essentiellement, comme ont pu le croire les anciens médecins et comme le croient encore quelques praticiens. Il ne faut pas en faire les principes distincts des entités qui se disputent l'organisme vivant et qui en font le théâtre de leur lutte. Vous voyez, là, il y a un style qui est incroyablement plus travaillé que les manuscrits. C'est jamais écrit comme ça dans les manuscrits. Ce sont là des vieilleries médicales. Dans la réalité, il y a, etc. Vous connaissez les changements de nature, phénomènes normaux ou pas. Donc, on a, c'est assez beau, quand même, la source manuscrite de cette réflexion très importante. Maintenant, si on est amené à lire l'ensemble de ces pages, il faut, je crois, toujours garder en tête que ces notes étaient des notes personnelles qu'il écrivait pour lui-même. Et que là, on opère une lecture publique 150 ans plus tard, il y a une espèce d'indiscrétion quelque part. Alors, heureusement, il n'a rien dit de non professionnel, mais enfin, je trouve qu'il y a une espèce d'intrusion de rentrer dans toutes ces pages, d'autant plus que
il n'a fait lui-même aucun travail éditorial. Il y a certes des ratures, il y a certes des reprises de textes, mais là, c'est livré à l'état brut. Et Claude Debreu l'a dit, il y a de nombreuses contradictions qui s'échelonnent au fil des pages, et il ne faudrait surtout pas en extraire une et faire dire à Bernard quelque chose de définitif. Si on prend l'exemple de ce que Bernard voulait comparer ou pas l'animal à une machine, il faudrait lire les 22 000 pages pour être sûr que Bernard comparait l'animal à une machine, parce que ça nous a été expliqué hier, mais je suis sûr d'avoir lu dans le manuscrit qui compare à d'autres endroits le fait qu'il ne faut pas comparer les animaux à des machines. Donc, il y a un travail extrêmement difficile. Sur la statistique, vous le savez bien, on l'a évoqué, Bernard avait la réputation de se méfier de la statistique. En fait, quand on lit tout, c'est plus nuancé que ça, j'y reviendrai. Et même chose, ça a été évoqué hier, on pourrait dire qu'il n'a pas découvert l'insuline. Bon, moi je veux bien, mais c'est quand même un peu un anachronisme parce que l'endocrinologie n'existait pas. Donc certes, il n'a pas fait une pancréatectomie qui a été l'expérience qui, 15 à 20 ans après sa mort, a été déterminante. Mais bon, il faut quand même pas tout prêter à Bernard d'avoir tout fait. Et c'est là où on rentre dans la difficulté. D'abord, tout n'est pas écrit de la main de Bernard. Déjà, c'est difficile à lire et tout n'est pas écrit. Alors, Auguste Tripier en a écrit beaucoup, mais je pense qu'il faut quelqu'un qui passe beaucoup de temps et qui soit très entraîné, comme Grmeek l'a fait, pour reconnaître des écritures. Premier point. Des phrases sont inachevées, je l'ai dit. Le propos est souvent entrecoupé et bref, c'est bourré de ratures. Il y a des passages illisibles. Et enfin, dans les feuillets détachés, Grmeek a bien signalé qu'il y avait d'autres auteurs, je ne détaille pas, qui étaient intervenus sur ces textes. Donc, travailler ces manuscrits qui sont là, maintenant extrêmement facilement accessibles à tous via l'Internet, n'empêche pas que la lecture, l'exploitation du fond reste quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, il faut sans doute proposer pour cette mise en ligne un appareil critique, on a essayé un peu de le faire, je vais vous le dire, et il faut imaginer différents types de lectorat. D'abord, par définition, il y a tous les internautes. Lorsque le site Internet sera plus performant et que Google, on fera Claude Bernard et on tombera sur ces pages, bon, on ne saura pas qui viendra lire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut espérer que des, entre guillemets, vulgarisateurs vont utiliser ce fond. Bernard est quelqu'un qui est mal connu au niveau du grand public et pour cause, c'est difficile à vulgariser. Bon, là, il y a une matière première qui pourrait intéresser tous ces vulgarisateurs qui font aimer la science au public des étudiants, aux jeunes. C'est extrêmement important. Peut-être que pour le chercheur, ça ne le paraît pas, mais là, cette mise en ligne du fond, peut-être c'est une chance nouvelle qui s'offre à voir, à démontrer. Bien sûr, il est évident que si on veut exploiter le fond, on est soit scientifique, soit philosophe, ça a été dit. Mais est-ce que l'Internet propose une perte du contexte ou au contraire c'est un avantage? Je n'ai pas la réponse. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, le collège, en assurant cette mise en ligne, fait vivre ses archives de façon formidable. C'est son rôle, c'est sa mission. Jusqu'ici, quand on tapait Claude Bernard sur Internet, on tombait sur l'Institut Max Planck. Je trouvais ça vexant. Là, j'espère maintenant qu'on va tomber sur le Collège de France, qui est quand même la maison natale de Claude. Et donc, ces cahiers, ça a été dit, c'est connu, hein, c'est la science en train de se faire. Et donc, dans ces cahiers sur Professorat, il revient avec ces expressions. Donc là, il y a vraiment un travail de toutes les fausses pistes, de tous les remords, de tous les hasards ou de toutes les constructions qui est à travailler. Et c'est extrêmement important. Dans son livre sur Claude Bernard, Alain Prochant a eu cette belle expression, je le fais pour failloter un peu. Les études donnent des clés non pas seulement pour s'émerveiller du « j'ai trouvé », mais aussi s'interroger a posteriori sur le « comment ai-je trouvé ». C'est très clair. Alors, j'ai rapporté, pour qualifier ces propos de Bernard dans ce fond, faute de l'avoir trouvé dans les cahiers d'expérimentation, j'ai été chercher une expression dans les lettres beaujolaises, et quand il préparait son discours de réception à l'Académie française, il écrit à son amie, Madame Rafalovic, « Il y a dans tout ce que j'écris certaines parties qui ne sauraient être comprises par d'autres que moi. Ce sont des germes d'idées que je dépose en quelque sorte pour les reprendre plus tard. » Je crois que cette phrase peut être appliquée à la production manuscrite de Bernard.
sans détailler plus longtemps pour rester dans les temps, je voudrais citer simplement le bel article et le beau travail de Holmes qui a bien expliqué ce que c'était que la différence entre une œuvre écrite, les différences entre une œuvre écrite, publiée, achevée et les cahiers manuscrits, et qui discute de la notion de recomposition a posteriori d'une démarche scientifique, et qui discute aussi de façon extrêmement pertinente de la question de la falsification par l'auteur lui-même de ces données. Lui dit que ce n'est pas une falsification, mais la question est posée, c'est extrêmement intéressant. Je pense que là, grâce à ce fonds, on a moyen de travailler plus sur Claude Bernard. Alors, quand je disais que sans Magendie, le fonds n'existait pas, je le pense à plusieurs titres. Par exemple, pour la pression artérielle, on voit bien dans un manuscrit assez antérieur, enfin assez précoce, entre guillemets, de 1847, qu'il travaille avec des appareils de Magendie, mais mieux, il travaille avec le manomètre de Magendie. Et, chose importante, et j'avais passé un coup de fil à Malziac, qui connaît bien Magendie, qui ne le savait pas, en fait, ils utilisaient l'appareil de Poiseuil. Alors j'ai dit, mais est-ce que Magendie connaissait Poiseuil? Il ne savait pas répondre. Et en fait, quand on épluche le cahier, il y a une des expériences qui est écrite, expérience au Collège de France, avec Poiseuil. Donc, Poiseuil, polytechnicien, avait traversé la rue pour venir là. Il n'y a pas beaucoup de documents, de sources un peu fidèles qui le disent, sauf à chercher peut-être à l'école polytechnique. Regardez la différence possible entre l'imprimé, et je vais vous donner deux exemples, et l'écrit. Vous avez le manomètre de Magendie, et voilà ce qu'il donnait, entre guillemets, en vrai, avec un dessinateur professionnel dans les leçons de Claude Bernard par Bayer. Même chose. Il utilisait, je ferai un tout petit commentaire, le chymographion de Ludwig. Alors voici à gauche de ce schéma, donc c'est un appareil pour mesurer la pression artérielle, premier point, et c'est un appareil, donc de l'allemand Ludwig, pour enregistrer de façon graphique les mouvements, les oscillations de la pression artérielle. Voici à gauche le dessin de Bernard, et vous reconnaîtrez que quand même c'est un peu différent de la vraie représentation qu'en donnait Ludwig dans les ouvrages imprimés. Donc là encore, je reviens sur ce commentaire, il faut être un professionnel de l'histoire des sciences pour bien arriver à comprendre des notes personnelles. Ce n'est même pas des notes pour l'éditeur, c'est des notes personnelles. Et encore là, ce schéma, il est clair, hein, mais vous voyez déjà là l'écart. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi dans les manuscrits des réflexions. Parfois, il était sévère, hein, et sur le système cardiovasculaire, et je vais y revenir, Bernard, même il critique Harvey. À un moment, il dit Harvey, il a découvert la circulation sanguine, ça n'avait aucun intérêt, c'est écrit comme ça. Alors, voilà pourquoi. Donc, dans le manuscrit 2B, il commente l'appareil de Ludwig que Bernard utilisait, et il dit « La circulation dont je vais traiter cette année offre aujourd'hui un encombrement expérimental inouï. Il faut désencombrer la science. On a disserté sur les instruments, sur la pression absolue du sang. Tout cela ne signifie, ne s'évanouit devant la découverte des nerfs vasomoteurs. Il faut donc en rabattre de toutes ces minuties. » Donc quand on reprend ces extraits de phrases, on peut redire ah bien, il était contre la quantification, il était anti-chiffre, anti-précision. Il y en a d'autres comme ça. Alors en fait, de toute façon, ni Ludwig, pour un médecin, ni Ludwig ni Bernard n'ont vraiment eu raison. D'une part, on a mesuré et les physiologistes seuls n'ont rien trouvé, à gauche, c'est-à-dire la mesure. À droite, c'est le scalpel et la fonction. On trouve le rôle vasomoteur par la dissection, la vivisection. Mais en fait, Bernard a une prémonition de la variation quantitative du normal et du pathologique. Et il se trouve que dans l'exemple extrêmement précis de la pression artérielle, c'est en 1915 que la première démonstration a été faite dans un paradigme qui était complètement différent, qui était celui de l'utilisation des tables de mortalité par les assureurs sur la vie. Donc, la découverte avec une retombée pratique majeure de la compréhension du facteur de risque pression artérielle n'est venue ni du scalpel ni de la mesure seule, mais de l'association de l'intuition de Bernard sur le normal et le pathologique, et donc le calcul des moyennes. Et là, c'est pour dire que dans ce cas-là, la somme d'imprécisions de mesures rapportées à des millions de personnes finissent par extraire une vérité. C'est extrêmement intéressant. Et cette découverte s'est déroulée différemment de ce que Bernard et Ludwig pouvaient y faire penser. Je termine, je crois, par ces deux diapositives, en citant Gmeck pour dire que ces archives sont à travailler encore, même si ça a déjà été fait.
Donc, je cite Mec, malgré l'abondance bibliographique concernant Claude Bernard, on est inondé, hein, il y a plus de 500 bouquins sur Bernard, c'est effrayant, nous sommes convaincus qu'une lacune importante reste à combler. Il faudrait examiner systématiquement tous les grands sujets de l'expérimentation bernardienne, en suivre le développement à la lumière de toutes les sources historiques possibles. On peut le faire maintenant sans ramener à la maison, comme faisait Alain Prochian, les manuscrits de Claude Bernard, mais de son domicile avec son ordinateur, c'est moins sensuel, je vous l'accorde. Alors, ça a déjà été fait, l'a dit Holmes, avec du matériel de laboratoire pour Starkey, Newton, Galvani, Ampère, Faraday, Schwann, etc. La liste là de grands savants, Lavoisier, qui ont laissé des cahiers de laboratoire. Maintenant, nous avons tous à la maison la possibilité d'accéder à ce que Mérieux disait le patrimoine intellectuel de l'humanité. J'espère, c'est mon avant-dernière diapositive, vous avoir donné envie de visiter ce fonds au format numérique. Et si vous vouliez des textes un tout petit peu plus vulgarisés qui complètent ce que je viens de dire, vous trouverez 4 articles en ligne sur le site du collège à côté de Salamandre où j'ai recensé de façon plus détaillée tout ce que je vous ai dit. Et enfin, ça c'est pour nous faire regretter quand même un peu le papier. Regardez, je ne l'ai pas détaillé ici, mais cette page-là, c'est très très net, c'est une empreinte digitale. Donc, c'est vraisemblablement celle de Bernard. Et Bernard était un saint laïque, et en voici maintenant la relique. Merci.